Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette édition spéciale du Cercle de presse. Alors, aujourd'hui, on reçoit Monsieur Richard Garneau de Produits forestiers résolus. Une édition spéciale parce qu'on est à l'approche des fêtes et parce que ça se passe sur l'heure du midi. On est content de vous voir ici en grand nombre. Alors, d'abord, Monsieur Garneau va faire une présentation d'environ 8 à 10 minutes et, comme à l'habitude, ce sera suivi d'une période d'échange avec les journalistes. Vous vous présenterez au podium aujourd'hui pour poser vos questions. Donc, vous me faites signe, je prends vos noms et vous pourrez parler à tour de rôle. Monsieur Garneau, merci d'être ici. La parole est à vous. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Là, je sais que vous avez dérogé à vos pratiques habituelles d'échanger avec vos invités. Normalement, c'est le mercredi matin. Je pouvais pas le faire. Fait que merci encore. Cet échange-là est très important. Je pense que ça s'inscrit dans nos engagements de maintenir le dialogue avec les divers interlocuteurs de la région. Puis, je pense on a beaucoup d'activités dans la région, ça fait que c'est important pour nous. Ce que je veux faire, c'est vraiment le bilan de l'année de 2013. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées au niveau de l'industrie en 2013. Le nouveau régime forestier, il y a le lancement du Forum boréal où on a visité toutes les régions. Puis, dernièrement, le rendez-vous national sur la forêt québécoise que vous avez suivi aussi avec beaucoup d'intérêt. Puis, quand on regarde 3 éléments, c'est en ligne avec nos 3 piliers du développement durable. Et comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, je pense que Résolu, puis l'industrie forestière, pas seulement que Résolu, l'industrie forestière, des défis importants à relever. Puis, avec le nouveau régime forestier, on sait que l'obtention du bois pour pouvoir obtenir du bois du système de mise en marché est important pour pouvoir faire fonctionner les scieries à plein rendement. Le prix du bois aussi est un enjeu qui est très important puis pour pouvoir vraiment transformer ce bois-là puis de façon profitable. Puis le maintien des accréditations, on a parlé beaucoup là, que pour être en mesure de vendre le produit, il faut maintenir des accréditations. Fait que ça, c'est les trois éléments là, importants. Quand on regarde le marché dans lequel pour les produits qu'on fabrique, le papier journal continue d'être affecté par la baisse de la demande et le prix a diminué cette année jusqu'à d'environ 35 $ du mille-pieds. Dans les pâtes, cependant, c'est vraiment un secteur qui s'est raffermi au cours de 2013. Puis il y a eu des augmentations de prix moyens d'environ 85 $ la tonne. Et dans le papier commercial, les 9 premiers mois de l'année, quand on parle de papier commercial, c'est les grattes qu'on fabrique à Kenogami et à Alma. Là, il y a eu une baisse de 7 % de la demande en Amérique du Nord. Le bois d'œuvre performe quand même relativement bien. Là, on a eu une augmentation des prix de tout près de 10 % et c'est en grande partie dû à la reprise aux États-Unis. On sait qu'on est tout près du 1 million de mises en chantier. Puis ça a vraiment un impact majeur au niveau du prix. Quand on parle de la crise de l'industrie, je pense qu'en mai, lors du congrès du CFQ, le président et le chef de la direction de la Banque nationale, vous vous souvenez, a rappelé que l'industrie a passé à travers d'une tempête parfaite. Là, on parle quand même là, de diminution de la demande, beaucoup d'emplois qu'on a perdus. On parle de 26 000 emplois là, en 2005 puis 2010. Puis les pâtes et papier ont été affectés d'un petit peu plus de 30 %. Fait que même s'il y a une amélioration du bois d'œuvre, c'est une situation qui demeure difficile. Au niveau des approvisionnements, on sait qu'en 2008 et 2013, le territoire qui est disponible pour la récolte a diminué d'environ 22 %. Ça, c'est les eaux d'utilisation. Dans la région, vous savez que la CRI a lancé une consultation sur l'implantation des aires protégées avec un objectif de 12 % que le gouvernement a confirmé. Puis, vous savez, la forêt boréale, là, ça va quand même pas mal loin. Là. La forêt boréale continue, ça va jusqu'au 55e parallèle. Puis, c'est important aussi de se rappeler que 100 000 mètres cubes, c'est 325 emplois. Ça, c'était la statistique que moi j'avais, mais Mme Ouellette, dans une annonce qu'elle a faite sur les bois secs et sains, l'utilisation des bois secs et sains, elle a mentionné 400 emplois par 100 000 mètres cubes, parce que ça pourrait avoir un emploi, un impact sur de 2 000 emplois directs et indirects. Parlons maintenant du nouveau régime forestier. Vous savez, au cours de la CFQ encore, à son congrès du mois de mai, là, il y avait un économiste de RISI qui avait été invité, puis il a conclu que au Québec, on a le coût de bois le plus élevé en Amérique du Nord.
Et ça, c'est pas peu dire. Puis ça, vous savez, le coût du bois, c'est environ un tiers, entre 30 et 40 là, du coût total du produit qu'on fabrique. Ça fait que si c'est un coût du bois qui est plus élevé en Amérique du Nord, ça affecte ta position concurrentielle. Dans la région, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la conversion de l'usine de Port de Saint-Félicien du mazout au gaz naturel. Il y a eu des contributions du fédéral d'un montant de 10 millions. Saint-Fulgence, on n'a pas encore annoncé l'investissement parce qu'on s'attend toujours d'avoir une confirmation d'environ 500 000 mètres cubes ensuite d'une période assez longue pour pouvoir justifier de cet investissement-là. Et l'usine de Robertval, on est encore en discussion avec le maire et la communauté afin de déterminer là, qu'est-ce qu'on va faire avec le bois. Et l'usine de Kinogami, je pense qu'il y a probablement là, des choses qui se passent à l'usine présentement, mais après la fermeture d'une machine, l'usine est rentable, puis il y a des retombées quand même directes là, de la restructuration puis du mode de fonctionnement. Et vous savez, l'usine de Kinogami compétitionne directement avec Port Hawkesbury, la grosse machine de 400 000 tonnes qui a été redémarrée l'an passé. C'est difficile de compétitionner là, contre une entreprise qui a diminué principalement là, le paiement des prestations de retraite de 30% lorsqu'on les maintient et on a à concurrencer ces gens-là. Au niveau des résultats, il y a encore beaucoup à faire. Il y a eu beaucoup de rationalisation. Vous savez, je pense qu'avec le coût du bois, c'est un des éléments les plus importants. Puis la réduction de la demande sûrement dans les papiers là, d'écriture et d'impression va continuer. Au niveau de l'environnement, vraiment, là, on a eu, encore à Saint-Félicien, le gouvernement du Québec a participé là, dans le financement de la ligne de gaz naturel, 2,9 millions. Il y a eu l'entente aussi avec le gouvernement au niveau des fonds de pension où la compagnie va faire une contribution supplémentaire de 30 millions pour assurer que le financement du fonds de pension va être, que nos retraités vont continuer de recevoir 100% de leur prime de retraite. Je vous rappelle qu'il y a 3 compagnies au moins qu'on connaît, là, White Birch, puis Fraser puis Port Hawkesbury qui ont diminué la rente de 30%. Ils reçoivent 70% de leur rente de retraite qui avait été promise, tandis que nos retraités reçoivent encore 100%. En mai, on a eu malheureusement, là, tout le monde a été témoin de la sortie là, de Greenpeace puis de Canopy de l'entente sur la forêt boréale. Rupture de négociations, mais quand même, l'aspect positif, on est très fiers de ce qu'on a contribué. On a travaillé quand même pendant 3 ans avec les groupes environnementaux. Puis je pense que cet engagement-là envers la foresterie durable va avoir des répercussions positives à long terme. Et c'est bien évident qu'on a un engagement envers la foresterie durable. Il y a des milliers de citoyens dans nos communautés là, qui travaillent, qui gagnent, c'est leur gagne-pain, la forêt. Et définitivement, là, il faut bien mesurer les impacts de tous les gestes qu'on pose. Le développement durable de 3 piliers, il faut s'assurer qu'il y a un équilibre entre ces 3 piliers-là. Au niveau du Forum boréal, je pense que vous avez tous été témoins là, de notre démarche pour informer là, les communautés. Et, je pense qu'aussi le Forum boréal, ça nous permet, entre autres, ça, de pouvoir partager des informations, de pouvoir aussi là, répondre aux accusations fausses et mensongères à laquelle Résolu a été impliqué. Là. Fait que on a quand même, je vais vous donner un petit peu de statistiques tout à l'heure pour le nombre de personnes qui suivent notre Forum boréal. Puis en octobre, il y a eu l'annonce de notre participation dans le projet de serre à Saint-Félicien. Et on continue toujours d'être impliqué là, énormément avec nos différentes usines, là, des groupes communautaires pour pouvoir partager l'information et de s'assurer qu'on réponde aux questions. Et finalement, avec les Premières Nations, vous savez que la série de Bedjouan, dont on aura une participation de 45%, a gagné un prix de co-entreprise, de leadership au niveau là, des entreprises autochtones. On en est bien fiers. Et sur les ressources humaines, je suis certain que vous voyez là, dans les quotidiens puis les hebdomadaires des annonces d'emploi, là, on engage quand même passablement de monde et je pense que il y a un cours aussi sur le papier qui est maintenant là se donne à Saint-Félicien, au cégep de Saint-Félicien. Forum boréal, on a rencontré passablement de monde, là, tout près de 372 pour être précis. Et vous avez vu le document de synthèse qui est utilisé énormément. Le Forum boréal, on a 17 700 membres qui ont rejoint depuis le lancement.
Puis on a un auditoire maintenant qu'on rejoint, là, qui est estimé à environ 100 000 personnes. Fait que c'est vraiment une source d'information qui est importante, qui nous permet là, de partager de l'information là, précise sur les défis qu'on a au niveau de la forêt boréale. Je pense que le dernier élément, là, parce que là, je dépasse mon temps, le rendez-vous sur la forêt québécoise, je pense que c'est le premier signal clair qu'on a en disant là, que le gouvernement a donné au sujet là, de l'importance de la forêt québécoise. Puis, vous savez, quand on regarde les déclarations de Mme Ouellette, puis je pense que c'est important que je le cite, même si je prends un petit peu de temps, là, quand Mme Ouellette dit qu'il est nécessaire de protéger les investissements importants que doivent et devront réaliser les entreprises. Tu sais, quand on parle de nos 3 piliers de développement durable, il y a aussi les 3 piliers d'investissement qui sont la transparence, la certitude puis la longévité. Puis je pense que Mme Ouellette a touché ce point-là, puis Mme Marois a bien dit, là, ce qui compte le plus à ses yeux, ce sont les suites qui vont donner aux engagements qu'on va prendre, l'industrie et le gouvernement. Ça, c'est un excellent redépart, je pense. Puis les 3 chantiers de travail là, vont nous permettre là, de produire et j'espère, là, puis je suis convaincu des résultats qui sont concrets. Au niveau de la certification forestière, encore là, c'est un enjeu majeur. La certification nous permet de vendre nos produits à l'étranger et les clients y tiennent. On est certifié, vous savez, FSC, on est un des leaders et on a 100% de nos opérations qui sont certifiées dans l'un des trois régimes qui sont acceptés là, de façon mondiale. En conclusion, je pense que on a tous des devoirs à faire, puis on a tous aussi la responsabilité là, de ce nouveau départ-là qui nous a été promis là, par le gouvernement. Je pense qu'avec les autorités, ce rendez-vous-là était très important. Puis je pense que je peux insister là, sur permettre à une industrie qui est un des plus gros employeurs, là, sûrement au Québec, puis dans la région aussi, on connaît l'importance de l'industrie forestière. Si on n'est pas compétitif, si on n'est pas concurrentiel, il n'y a pas de profitabilité. Vous savez, s'il n'y a pas de profitabilité, on ne peut pas partager la richesse. Fait que c'était le message que je voulais lancer avant de répondre aux questions des intervenants, des journalistes. Première question, Louis Tremblay, Le Quotidien. Monsieur Garneau, est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée que la CRE propose à la région de s'auto-amputer de 300 000 m3 de bois par année? Parce que personne n'aurait jamais pensé qu'il irait jusque-là, là, mais... Je pense que ça va être une opportunité pour la CRE de regarder aussi les impacts sociaux et les impacts économiques. C'est un processus et je suis pas certain là, que tout le monde a vraiment participé, puis qu'on a... Parce que 300 000 m3, vous savez, 100 000, c'est 325 emplois, c'est environ 20 millions d'activités économiques. Si vous dites 300 000 m3, c'est 3 fois ce montant-là, c'est 1000 emplois, puis on parle de 60 millions. J'ai l'impression que le dialogue va continuer, puis qu'il va y avoir probablement d'autres solutions qui vont pouvoir être identifiées pour réduire cet impact majeur-là que ça va avoir. Ça vous convient, M. Tremblay? Oui. Vous me surprenez? C'est pas un débat, là. Habituellement, vous êtes toujours en train de débattre. C'est simplement pour ça que je posais la question. Jean-Will, TVA. Le syndicat, M. Garneau, de Kenogami vient de refuser à 99% votre plan de compression présenté. Vous prévoyez, je pense, 30 postes transférés vers la sous-traitance. Le président du syndicat, il dit qu'on ne cédera pas. Nous refusons de céder sous la menace de fermeture de l'usine. D'abord, comment vous réagissez? Est-ce que c'est vrai que la survie de l'usine dépendait de l'acceptation de ce plan-là? Je ne me souviens pas d'avoir mentionné que l'usine va être fermée. Je pense que je viens de vous mentionner les statistiques, là, que la demande pour les papiers d'impression commerciale est en réduction de 7 %. C'est important de comprendre là, que si on n'est pas concurrentiel, il y a beaucoup d'usines qui ont été affectées là, par des fermetures permanentes. On a réussi à Kenogami à restructurer l'usine, elle est rentable, puis il y a encore des choses qu'il va falloir continuer de faire. Puis ça, là, écoutez, c'est pas une fin en soi. Là, je prends acte de ce que le président du syndicat vous a mentionné, mais il y a un impératif de profitabilité, il y a un impératif de rentabilité, il y a un impératif
d'être concurrentiel, puis il va falloir continuer à discuter avec nos employés de la meilleure façon pour la compagnie de pouvoir maintenir cette opération-là à long terme. Le syndicat déplore que cette demande-là survient à 5 mois de l'échéance de la convention collective. Donc, est-ce que ça veut dire que ça va être un enjeu de la prochaine négociation? Ça pourrait être un enjeu de la prochaine convention, mais vous savez, ça change rien. Sur les négociations là, avec nos syndicats, avec nos employés, là, c'est régulièrement, toutes les 3, 4, 5 ans, il y en a des négociations. On est dans une situation où la demande diminue. Puis, ce sera un choix qu'on aura à faire. La production peut être faite ici au Québec, ou en Ontario, aux États-Unis, ou dans d'autres pays. Puis, il faut vraiment avoir... Puis ça, je pense que c'est la transparence qu'on essaie tout simplement là, d'avoir dans le dialogue qu'on a avec nos employés, puis avec les différents intervenants, d'expliquer les conséquences des gestes qu'on pose, mais des conséquences aussi des gestes qui ne sont pas posés. Gilles Munger, Radio-Canada. Oui, bonjour. Si vous avez demandé des compressions de 30 emplois à l'usine de Kenogami, est-ce que vous avez fait des demandes similaires pour les usines d'Alma et de Dolbeau-Mistassini? Ça a déjà été fait à Alma. On a eu des compressions qui ont déjà été annoncées. Je pense que vous les avez vues, c'était l'an passé. L'usine de Dolbeau, on a redémarré l'usine, si vous vous souvenez, puis je pense que ça a été discuté en long et en large avec 140 employés. L'usine, quand elle a été fermée, là, il y en avait 220 ou 223, si ma mémoire m'est fidèle. Fait que le modèle de Dolbeau, là, avec une machine, 140 employés. Et c'est le même modèle qu'on a aussi à Gatineau, et c'est le modèle qu'on a aussi dans les usines américaines qui fonctionnent avec une machine. Donc, c'est ce que vous demandez à Kenogami, c'est juste de se ramener au même niveau, même s'il y a déjà eu de grosses compressions avec la fermeture de la machine à papier il y a 18 mois. Il y a encore plus, tout près de 200 employés à Kenogami pour une machine. C'est qu'écoutez, ce qu'on demande, on demande rien, on fait pas de comparaison. Là, on dit, écoutez, on produit un grade qui est différent, puis on veut s'assurer que cette usine-là va fonctionner à long terme. Puis je pense que c'est la majorité des compressions. Là, il va y avoir des gens qui vont partir à la retraite. Fait que c'est une opportunité là, de pouvoir restructurer, de s'assurer que l'usine va être là à long terme, sans qu'il y ait d'impacts sociaux là, trop importants. Mais on s'entend que ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que vous demandez à peu près aux mêmes corps de métier qui ont été donnés en sous-traitance ailleurs de faire la même chose à Kenogami. Ce qu'on demande, on veut s'assurer qu'on n'aura pas de mauvaises surprises dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans ou même à plus court terme. On veut s'assurer que cette usine-là a la structure de coût qui nous permet de compétitionner contre un Port Hawkesbury, par exemple, qui a coupé ses retraités là, de 30%, qui contre Fraser, qui fabrique des grades de produits, des grades de papier qui sont similaires. C'est une question là, vraiment de s'assurer qu'on va être là pour le long terme. On fait des choix, puis c'est un choix qu'il faut faire, puis qu'on espère qu'on va être capable de convaincre tout le monde là, de faire les bons choix. Mais est-ce que c'est fini, justement, les fermetures d'usines, parce que les travailleurs ont toujours l'impression qu'il y a cette menace-là qui plane, qu'on va fermer leur usine? Il y en a plusieurs dont ça a été le cas au cours des dernières années. Dans l'année qui vient, est-ce qu'encore il pourrait y avoir de mauvaises nouvelles comme ça? Écoutez, je pense que c'est l'engagement, là, c'est un pari qu'on a pris comme compagnie, là, de s'assurer que nos usines allaient être parmi les plus concurrentielles. Puis les usines qui ont les coûts de fabrication les plus bas, c'est pas les autres qui vont fermer les premières. C'est ça, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Puis on fait tout ce qui est possible. Puis des fois que c'est des décisions qui sont pas faciles. On pourrait attendre, là, tout simplement. Puis à un moment donné, tu frappes le mur, puis là, tu dis, regarde, on n'a pas le choix. Là, on le fait tout simplement à l'avance. On en discute. Ça fait partie de notre transparence. Puis on veut s'assurer que nos usines ne fermeront pas. Prochaine question, Roger Boivin de GPS. Oui, bonjour, M. Garneau. Je voudrais vous entendre sur l'état des négociations de 2 dossiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Saguenay particulièrement, le fameux réseau électrique Jim Gray, la renégociation du bail, si on peut finir par l'avoir. Et les fameux terrains de l'usine Port-Alfred à la baie et la scierie Saguenay. Où en êtes-vous avec Ville de Saguenay de ce côté-là, s'il vous plaît, pour la rétrocession, la vente, enfin, je ne sais pas les termes, là, mais... Bon, pour le premier, concernant Jim Gray et d'autres dossiers, on a des discussions en cours avec le gouvernement du Québec et vous êtes informé qu'ils ont M. Grenier qui est le négociateur. Les négociations ou les discussions, le dialogue continue. On devrait être en mesure d'en arriver à
une conclusion ou une entente, j'espère, plus tôt que tard. Et concernant le terrain, la baie, il n'y a absolument aucune discussion au moment où on se parle, j'ai pas entendu parler de personne. Fait que j'ai rien à dire sur ce dossier-là. Très bien. Merci, monsieur. Peut-être, justement, vous avez fait le bilan de 2013, mais peut-être si on ouvre sur les perspectives pour 2014, comment vous entrevoyez 2014 à Produits forestiers résolus? Est-ce que c'est une année qui représente un tournant où vous allez solidifier, justement, à quoi on peut s'attendre cette année? Est-ce qu'il y aura encore des décisions crève-cœur ou vous allez solidifier ce que vous avez? Je pense que quand on regarde, il y a deux segments, là, le secteur du bois de construction, le secteur des scieries. Je vous parlais de mise en chantier tout à l'heure d'1 million et je pense qu'il y a quand même pas mal d'indications que ça pourrait être un petit peu plus élevé. Ce secteur-là, c'est très encourageant, ou c'est beaucoup plus encourageant que ça l'a été là, de 2007 à 2012. L'économie mondiale est toujours incertaine, mais je pense qu'il y a raison de s'en réjouir. L'autre secteur, c'est la pâte, avec les jeunes de Saint-Félicien. On sait qu'on est obligé d'investir passablement d'argent pour corriger là, les problèmes environnementaux qu'on a découverts après l'acquisition. Je pense que c'est quasiment tout adressé, là. Il en reste encore un petit peu, mais la demande pour la pâte commerciale, surtout en Chine, où ils ont construit beaucoup de capacités, puis ils utilisent davantage. Là, nous autres, on est habitués, on voit ça dans notre quotidien, là, d'utiliser les serviettes de papier puis le papier tissu. Il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Ça fait que ce secteur-là est aussi encourageant. Dans le papier, encore là, on a du papier journal qui est fabriqué dans nos usines. Il y a encore un marché de 27 millions de tonnes au monde. Là. Ça fait que, puis on est quand même bien positionné. C'est une question de coût. Si on a des coûts qui sont plus bas que nos compétiteurs, on va continuer d'opérer, puis on va continuer d'investir. Puis c'est la même chose dans les grades qui sont produits à Alma et à Kenogami. Encore là, c'est une question de coût. Il faut s'assurer obligatoirement, là, c'est une question là, vraiment de stabilité de ces usines-là, que nos coûts de fabrication sont optimum pour pouvoir continuer d'investir, puis d'entrevoir au moins 2014 puis 2015 avec beaucoup plus d'espoir. Donc, il faut vous souhaiter une bonne année un peu à l'avance. Ouais, écoutez, en 2014, là, on a eu assez de difficultés au cours des 5 dernières journées. Je pense que j'aimerais ça d'en avoir une bonne de temps en temps. Caroline Labrie, Énergie. Vous avez déjà soulevé à quelques reprises depuis le début de la rencontre les régimes de retraite. Est-ce que c'est là un avertissement que vous lancez ou est-ce que vous êtes en train de dire aux retraités, vous êtes chanceux, ici, on n'a pas encore coupé? Non, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit qu'on a pris un engagement en 2010-2011 de maintenir à 100% la rente de retraite. Et là, ce que je dis, je pourrais dire aux retraités aussi, vous êtes chanceux, parce qu'à Fraser, puis à Port Hawkesbury, puis à White Birch, ils ont coupé. Mais on n'a pas l'intention de faire ça. On a l'intention de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a sous notre contrôle pour s'assurer que nos retraités vont continuer de recevoir leur rente à 100%. Puis ça veut dire aussi avoir des usines qui sont compétitives. Ça veut dire avoir des scieries qui sont compétitives. Ça veut dire aussi d'avoir du bois qui est livré à nos scieries qui n'est pas parmi les plus élevés dans le monde. Il y a des choses qu'il faut faire. Puis ça veut dire aussi d'avoir du bois, d'en avoir en quantité suffisante qui nous permet d'être en mesure d'opérer de façon rentable. Parce que vous savez, quand vous ne faites pas d'argent, puis j'insiste là-dessus, là, on partage la richesse, mais il faut la créer. Si on ne crée pas, il n'y en a pas. Fait que, c'est sur ça qu'on travaille, puis je pense qu'on a fait des progrès. Il y a encore des progrès à faire. C'est vrai que je vous dirais que je suis heureux avec les résultats financiers. Là. Je suis pas heureux, mais il faut travailler avec les circonstances qu'on a. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je suis très encouragé par le rendez-vous, l'ouverture du gouvernement, là, du mois passé, où ils veulent vraiment travailler pour identifier vraiment les pistes de solutions qui vont permettre là, de réfléchir, puis peut-être de convaincre un conseil d'administration de faire des investissements. Vous savez, les trois piliers des investissements, c'est important, ça, la transparence, la certitude, puis la longévité. Si on ne sait pas combien est-ce qu'on va avoir de bois l'an prochain, bien difficile de convaincre un conseil d'administration de faire des investissements. Donc, vous maintenez votre engagement envers les retraités? Les retraités, c'est le même engagement. On a dit on maintient 100%, puis on travaille aussi fort qu'on peut pour être certain qu'ils ne seront pas affectés, puis c'est ça qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis le 30 millions
supplémentaire de fonds qui va être versé. L'entente qu'on a avec le gouvernement du Québec, c'est un autre élément qui confirme vraiment cette intention-là. Merci beaucoup. Peut-être vous nommer votre média? Un nouveau visage? Oui, Caroline Collin, classe radio en ATM. Croyez-vous que les programmes d'études vont ressentir cette baisse, cette coupe d'emploi? Parce que je sais que, par exemple, le Cégep de Chicoutimi voulait faire affaire avec la France pour envoyer des étudiants ici et nous-mêmes en envoyer là-bas. Bien, écoutez, je pense que vous avez vu le programme qu'on a avec le Cégep de Saint-Félicien. Là, il va manquer... on a à recruter là, au cours des 3 prochaines années là, environ 3000 nouveaux employés dans notre réseau. C'est beaucoup de monde, ça. Fait qu'il y a de la formation qui se donne actuellement parce qu'il y a quand même des emplois là, qui, techniquement, requièrent beaucoup de formation. J'espère. Je pense que le meilleur moyen là, de conserver là, les acquis qu'on a au niveau des étudiants, c'est de créer des emplois, de s'assurer qu'il va y avoir assez de ressources pour pouvoir maintenir les opérations. Il ne faut pas que nos jeunes s'en aillent à Montréal, puis à Québec, puis aux États-Unis, puis dans les autres provinces, là, ou ça donne à l'Alberta, il faut qu'ils restent ici. Mais pour ça, là, ça prend. Il faut s'assurer qu'on a la ressource, puis il faut s'assurer qu'on soit compétitif. Fait que j'ai encore de l'espoir pour les jeunes d'ici. Mais ça donne pas peut-être justement un signal contraire. Là, vous voulez couper des emplois à Kenogami, mais en même temps, vous dites, mais on a besoin de monde. Les gens, là, le jeune qui sort de secondaire 5, lui, il se dit, est-ce que j'ai vraiment de l'avenir dans l'industrie forestière? Mais écoutez, je voulais juste vous dire qu'on va en engager, là, on a besoin d'engager à 2500, 3000. Oui, il y a du futur dans l'industrie forestière. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de futur. Puis là, le gouvernement nous a dit, on va vous aider, là. On va vous aider avec on va être plus transparent, on va vous donner de la certitude, on va vous dire comment est-ce qu'il va en avoir à plus long terme de ressources forestières. Je pense que c'est un message qui est quand même pas mal fort qui a été envoyé par le gouvernement. Moi, je pense que c'est la première fois dans 10 ans que je vois ça. Là. Ça fait que, écoutez, on va voir comment est-ce que ça va se concrétiser tout ça, là, mais c'est très, très, très encourageant. Puis comme jeune qui s'en vient sur le marché du travail, je pense que puis qui veut rester dans la région, mais c'est un signal fort. Fait que Mme Ouellette et Mme Marois, là, c'est vraiment le message qu'ils ont lancé lors du rendez-vous. Puis on va voir d'ici le printemps prochain comment est-ce que ça va se traduire, là, mais moi, je suis optimiste. Merci. Louis Tremblay. Monsieur Garneau, le prix du bois d'œuvre est à peu près à 400 $ du 1000 pieds à matin. Il varie, là, mais il commence à être des chiffres intéressants. Et à ce prix-là, puis avec ce qui circule comme information que Québec serait peut-être prêt à débloquer le backlog de Saint-Fulgence, est-ce que vous pourriez démarrer Saint-Fulgence assez tôt pendant l'hiver? Ça serait un beau cadeau de Noël. Ah oui, mais vous savez, on a... Mais est-ce que votre engagement tient toujours de démarrer Saint-Fulgence? L'engagement, là, de faire l'investissement, c'est 500 000 mètres cubes avec une certitude, la longévité. Sur 5 ans? Au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Vous savez, c'est difficile. Tu sais, 5 ans, c'est court dans la vie, ça. Moi, je peux vous le dire, là, avec mon âge un petit peu plus avancé, là. Normalement, ça prend plus de temps que ça, là. Mais là, on a dit 5 ans. Ça nous prend 500 000 mètres cubes pour 5 ans pour pouvoir effectuer cet investissement-là. Fait qu'on attend pour avoir, on espère, une réponse positive. Mais votre objectif, c'est quand, par rapport le plus tôt possible pour profiter du marché? Ça prend du bois. Et là, on ne peut pas faire un investissement sans qu'il y ait une confirmation qu'il y a du bois. Et s'il n'y en a pas, écoutez, c'est ça l'élément déclencheur, là. 500 000 mètres cubes pour au moins 5 ans. Peut-être une petite question pour finir. Allez-vous bûcher la totalité de vos approvisionnements garantis pendant cette année dans la région? C'est sûr qu'on va... Avec l'approvisionnement garanti, on est obligé d'acheter au moins 30 de nos besoins sur le marché des enchères. Au moins 30 Ça veut dire que si on ne coupe pas, si on ne récolte pas les garanties, puis d'ailleurs, on paye pour les garanties d'approvisionnement. Vous savez, il y a quand même une charge qui est importante, là. Si on ne les récolte pas, on va devoir prendre des fermetures. Fait que l'intention, là, c'est de s'arranger pour faire la récolte de ce volume garanti-là. On n'a pas assez de bois pour être capable d'opérer à plein régime. Merci. Gilles Munger. Le maire de Roberval, là,
a dit c'est beau, on va maintenant autoriser le transfert de CAF de produits forestiers résolus à Roberval. Après son élection, avez-vous entendu sa déclaration, ou à moins que je le cite mal? Là? Bon, j'ai pas entendu exactement ça, là. On a eu une discussion, parce que là, je serais heureux de savoir qu'ils étaient prêts à supporter là, le transfert. On a encore des discussions, là. Suite à son élection, je l'ai rencontré avec M. Blackburn et on continue d'avoir un dialogue pour essayer de trouver une solution là, pour le transfert des volumes vers la série de Saint-Félicien et de la Dorée, mais il n'y a encore absolument rien là, de réglé au moment où on se parle à ce sujet-là. Mais la déclaration publique, donc, il a fait au lendemain de l'élection en disant « Nous, on n'a pas de problème finalement, qu'on trouve une autre solution, mais qu'on permette à Produits forestiers résolus de faire ce que vous souhaitez finalement avec votre bois. » C'est pas tout à fait la même interprétation en porte-close. Disons qu'il y avait des nuances quand on l'a rencontré, là, mais on travaille avec le maire. Il y a sûrement une ouverture d'esprit parce que ce qu'on a proposé il y a un projet là, que la compagnie supporte, que Résolu supporte, qui va permettre de créer là, probablement un nombre d'emplois supérieur à ce qui serait perdu avec l'opération de la série de Roberval. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de bois, il y a seulement 272 000 mètres cubes d'approvisionnement, ça fait que c'est très peu. Fait qu'on travaille toujours sur ce projet-là, puis on espère qu'on va être en mesure là, de concrétiser ou de finaliser une entente avec le milieu qui va nous permettre là, vraiment d'optimiser le reste du réseau. J'avais oublié d'être plus spécifique. Là. Quel projet exactement? Ça s'agirait de faire quoi? C'est un projet de construction d'équipement. C'est un équipementier là, qui voudrait tout simplement utiliser l'espace qui est disponible pour pouvoir fabriquer ces équipements-là. Qui serait indépendant de Produits forestiers résolus? Complètement indépendant, mais on mettrait à son service là, pour utiliser les bâtiments ou les infrastructures qu'on a à Roberval pour pouvoir procéder à la fabrication de ces équipements-là. Si je me permets une sous-question, là, ça voudrait dire combien d'emplois pour faire un parallèle avec ce qu'il y avait avec la série? On a environ 30 emplois là, actuellement qui sont temporaires. Là. Travaille pas. Ça fait que là, à ce moment-là, cet équipementier-là nous dit qu'il pourrait en créer là, même au-delà de la centaine d'emplois sur une période de 5 ans. Ça fait que ce qui remplacerait là, de façon beaucoup plus d'emplois que ce qu'on a actuellement à la série. Et vous me rappelez, votre 260 000 mètres cubes, 72 000 mètres cubes, vous voulez l'envoyer vers Saint-Félicien? On voulait l'envoyer vers Saint-Félicien, puis la Dorée, puis il y a un certain volume aussi là, que je pense qu'il devra aller à la Première Nation de Pointe-Bleue, une masse UH. Fait qu'il y a des discussions alentour du volume, comment est-ce que ça devra être réparti éventuellement. Merci. Jean Hull. Vous avez parlé de 2500, 3000 nouveaux emplois. C'est dans quel secteur? Avez-vous ciblé usine par usine ou c'est-tu comment dans le bois principalement à la récolte? C'est à peu près de combien? Ce sont les retraités, là, les gens qui vont atteindre l'âge de 55 et 57 ans, là, qui vont seulement quitter au cours des 2-3 prochaines années. Ça fait que c'est toutes des fonctions, que ce soit au niveau de direction, au niveau des ingénieurs, les gens de métier, les mécaniciens, les soudeurs, ceux qui font la réparation des instruments. C'est vraiment là, comme on dirait en bon français, at large, là. C'est tous les emplois là, qu'on a dans les scieries et dans les usines de pâte qui devront être remplacés au cours des 2-3 prochaines années. Ce qu'on comprend de Saint-Fulgence, du bail de la Chipcha, Jim Gray, c'est que c'est une négociation en bloc avec le gouvernement. Pourquoi vous ne pouvez pas arriver à des ententes sur des points spécifiques, par exemple, qui pourraient permettre la relance de Saint-Fulgence plus rapidement que d'attendre 2-3 mois le temps que Jim Gray se règle? Pourquoi ça ne peut pas être négocié à la pièce? Pourquoi le gouvernement a choisi de négocier en bloc? Je ne sais pas. C'est l'approche qui a été choisie. Mais c'est parce que vous devez leur dire, à un moment donné, regardez, on peut régler telle affaire plus rapidement, puis on va avancer tout de suite. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe à la table. En négociation, il faut s'assurer toujours de garder les portes ouvertes. Là. Je veux pas rien dire qui va
causer un blocage en quelque part. Il y a des discussions avec le gouvernement. On espère qu'on va avoir une résolution à tous ces dossiers-là plus tôt que tard, mais c'est aussi loin que je peux aller pour l'instant. Il y en a des discussions, progressent lentement, puis on va en arriver, j'espère, à une solution qui va permettre là, vraiment de consolider qu'est-ce qu'on a ici dans la région. C'est-tu toujours, on vous donne tant de volume de bois, mais vous nous garantissez tant d'emplois pour telle période de temps? C'est-tu vraiment juste ça? Il y a toutes sortes de discussions. Je ne vais pas discuter le détail, là, mais il y a des conditions sorties à tout ça. Il y a quand même pas mal d'éléments sur la planche à dessin. Puis vous savez, quand on essaie de tout mettre les éléments du casse-tête ensemble, des fois que les pièces font pas toujours à l'endroit où on voudrait que ça vraiment, où on veut la placer. Mais mettons qu'on vous demande là, la priorité entre, mettons, Jim Gray et la relance de Saint-Fulgence, qu'est-ce que vous choisissez en premier? Ils sont tous importants, ces dossiers-là. Ah non, là, vous me donnez une réponse de langue de bois. Non. Mettons qu'on vous dit, on vous en règle un aujourd'hui. Lequel écoutez, vous réglez en premier? Écoutez, c'est facile, là. Ça fait 5 ans, ça fait quand même pas mal de mois qu'on parle là, de Saint-Fulgence. On parle de 500 000 mètres cubes pour une période d'au moins 5 ans. C'est facile, là. Ça a été mis sur la table, ça. Vous réglez celui-là en premier? C'est pas langue de... Ça tenait un à régler. Tu sais, Jim Gray, on a rempli les conditions. Il y a d'autres dossiers. Fait que il faut faire attention à ce qu'on dit. Là. J'aime pas ça avoir la langue de bois, puis des fois, lorsque vous aimeriez pas ça négocier avec moi non plus. Je suis certaine que j'aimerais pas ça négocier avec vous. Monsieur Garneau, juste pour finir, c'est quoi l'intérêt pour la compagnie de garder le terrain à la baie? Dans le fond, vous n'avez pas de développement précis. Pourquoi pas mettre une pancarte à vendre? C'est quoi l'intérêt de le garder comme ça? Pourquoi ne pas approcher la ville carrément et dire, regardez, là voulez-vous? Quand on aura quand on aura le signal d'interlocuteurs sérieux pour pouvoir parler du terrain de la baie, on va être à la table, on va être présent. Je peux vous dire, on va tout simplement signaler notre présence. C'est une bonne réponse, là. On va signaler notre présence des interlocuteurs. Ah, ben moi, je prends les réponses comme elles viennent. Moi, je suis pas la présidente du cirque, fait que Vous voulez que je fasse une petite relance? Donc, ce que vous attendez, vous voulez vendre, mais vous attendez un interlocuteur sérieux, donc vous considérez que la Ville de Saguenay n'est pas un interlocuteur sérieux présentement. Quand la Ville de Saguenay va nous faire signe, quand ils vont être prêts, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à Saguenay. C'est gros, ça, à Saguenay, là. Il y a beaucoup de choses à régler. Mais vous ne voulez pas vendre tant que ça, sinon vous diriez, hey, la ville. Quand il va y avoir quelqu'un qui va être intéressé. Non, on n'est pas vendeur à tout prix. Quand ça prend deux parties intéressées. Ça, c'est comme un mariage, ça. Ça prend deux parties qui sont intéressées. Puis là, quand il va y avoir deux parties intéressées, là, on va conclure. Je suis certain qu'on va trouver une solution. Religieusement. Religieusement ou autrement. Parce que pour être sûr qu'on parle la même langue de bois, là, qu'est-ce que vous voulez dire par interlocuteur sérieux? Je veux dire, la ville, c'est sérieux, une intention qui est là. Qu'est-ce qui... On n'a pas eu personne qui est venu nous voir avec un plan là, qu'on peut vraiment bien comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Puis c'est quoi les conditions? Quand on va voir ça, là, on va s'asseoir. Quand je vais voir quelqu'un pour négocier, là, je sais exactement ce que je veux avoir, puis jusqu'où je peux aller. Quand on va avoir ça, on va s'asseoir. Je suis certain que quand le maire Tremblay va être prêt à adresser cette situation-là, il va me donner un coup de téléphone. Est-ce que c'est juste une question de prix? Une question de? De prix? J'ai jamais entendu parler de prix. Non, mais c'est tout un ensemble. C'est un dossier qui va... Il y a beaucoup de choses à discuter. Là, vous savez, c'est pas juste le terrain de la baie. Là. Il y a quand même la rivière, puis il y a un petit barrage, puis il y a une conduite d'eau, puis il y a beaucoup de choses là, de reliées à ça. Ça fait que c'est pas aussi facile que ça peut paraître là, à première abord. C'est quand on voit ça, là, puis on voit les outardes, puis les oies blanches sur le terrain, là, c'est facile à régler, mais il y a beaucoup d'éléments. Puis, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, on va trouver la recette pour le mariage. Mais ça fait quand même 10 ans, tu sais, il me semble, des préliminaires pendant 10 ans, non? Ben alors, je me suis marié à une époque où ça n'existait pas, ça. Prochaine question, Pascal Girard. J'aurais le goût de rester sur la baie parce que je me souviens, c'était en 2008, 2009, que ça avait été appris que l'entente que vous aviez initialement avec la Ville, que ça devait être cédé pour $1. L'entente était déchirée parce qu'à l'époque, Abitibi-Bowater était sous la protection de la loi sur la faillite.
Et puis là, on se retrouve 5 ans plus tard et on dit que la ville n'est pas un interlocuteur sérieux et intéressé. Il m'en manque des bouts, mais bon, c'était pas... c'était plus une intervention. J'avais pas l'impression que c'est ça que j'ai dit, là. D'abord, ce qui s'est passé avant, là, que je commençais en 200011. Parce que la ville, il l'avait pour $1. Oui, mais regarde, la compagnie a déposé son bilan, puis ça a été restructuré, puis il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Il y a des choses à faire. Ça, c'est comme ramasser de bleuets. Tu peux pas ramasser à la fin du mois de juin, ils sont blancs. Maintenant, là, on s'approche de la période où c'est bleu. Et comme je vous dis, parce que j'imagine quand le téléphone va sonner, je vais répondre. Parce qu'à $1, c'est un geste de bonne volonté de la compagnie qui avait fermé l'usine envers la population. Je comprends que vous ne partirez pas à $2 les négos. Là, mais... Je ne vais pas négocier le prix. Je pense que pour l'instant, là, c'est pas ça. On va voir quand la ville va être prête ou d'autres, ou un groupe. Il peut y avoir un groupe parce que j'ai eu une indication qu'il y avait un groupe de la baie qui aurait pu avoir un intérêt. Quand ce groupe-là va lever la main. On a vos numéros de téléphone, puis on a les leurs. Donc j'aurais aimé vous entendre. Vous êtes président de toute la compagnie. On vous voit souvent au Saguenay-Lac-Saint-Jean parler des usines. Aux États-Unis, c'est quoi votre discours et comment ça se déroule aux États-Unis? Si vous rencontriez des médias aux États-Unis ce matin, ça serait quoi vos demandes? Ça serait quoi vos constats? Je les rencontre aussi aux États-Unis. La semaine prochaine, je vais rencontrer le gouverneur du Tennessee puis le gouverneur de la Georgie. Je rencontre aussi des maires là-bas. C'est sûr qu'aux États-Unis, là, c'est pas la même problématique qu'on a ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'abord, le coût du bois est très peu élevé. Là. C'est la moitié de ce que c'est ici. Puis ils veulent avoir des jobs. Aux États-Unis, le dialogue est complètement différent. On n'a pas les mêmes problématiques aux États-Unis. Tous les territoires forestiers, c'est privé. Le réseau routier, c'est tout développé par les États, puis en grande partie par le gouvernement fédéral. Ils ont des routes, vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est facile d'avoir accès aux plantations. Ça pousse dans 30 ou 35 ans. On n'a pas des conditions, là. Vous savez, hier, puis avant-hier, j'étais dans le Tennessee, là, il fait 70 degrés Fahrenheit, là. Ça veut dire à peu près 21 ou 22, c'est l'été là-bas, là. Fait que, c'est bien... Les gars n'ont pas la même... qui travaillent, là, les travailleurs n'ont pas les mêmes contraintes qu'on a ici, là. C'est bien plus facile d'être compétitif aux États-Unis que de l'être au Québec ou en Ontario. Moins de syndicats aussi. Il y a moins de syndicats aussi, mais tous nos employés sont syndiqués. Là. On est exactement la même chose. Mais, on peut discuter avec nos employés américains plus sur une base. Ils comprennent plus... ils comprennent plus... Ils sont plus à l'écoute là, ils ont vu des usines qui ont fermé, ils connaissent les impacts, puis ils veulent tout simplement là, travailler pour s'assurer de protéger, puis de s'assurer que les compagnies vont investir, puis que ça va être positif de maintenir le niveau d'emploi. Il y a eu aussi des compressions aux États-Unis. Là. On fait exactement la même chose aux États-Unis qu'on fait au Canada. Il ne faut pas vous penser que c'est différent, là, parce que ces usines-là, on compétitionne sur un marché qui est mondial. Des usines américaines qui vendent au Mexique, qui vendent en Inde, ou qui vendent au Moyen-Orient, ou qui vendent en Europe, là, il faut qu'ils aient des coûts de fabrication qui sont très bas. Puis, c'est le même dialogue. On n'a pas... vous parliez de la bouche de bois, là, ou la langue de bois. C'est la langue de bois, vous avez dit. Écoutez, on parle exactement, là, c'est la même transparence, là. $1, c'est $1. Le dollar canadien là, vaut un petit peu moins par rapport au dollar américain, mais c'est exactement le même dialogue. On parle vraiment des vraies choses, puis on parle de l'économie, on parle aussi de l'environnement, parce qu'il y a des problèmes d'environnement aussi aux États-Unis, au même titre qu'au Canada. Ça fait que pas différents problèmes, là. Vous parlez du dollar canadien, des analystes qui prévoient que ça devrait baisser à 88 cents d'ici un an. Est-ce que vous avez sorti vos pancartes « Go, go, go » ? Quel impact ça a pour vous, financier, concret? Si jamais, ça, c'est de la prospective, là. Mais... Non, écoutez, une scène, quand le dollar canadien se déprécie d'un sou, c'est 15 millions d'impact au niveau des résultats. Ça fait que ça a un impact. Donc, 7, c'est 7 millions. Mais je ne sais pas quelle va être la valeur du dollar, là, mais il y a une autre chose qui est importante, c'est quand on exporte, c'est la valeur des devises, là, ça joue un rôle là, primordial. L'an passé, là, on exporte beaucoup en Inde. En Inde, il n'y a pas d'arbres. Okay? Fait qu'on exporte du papier en Inde. Ça leur coûtait là, 43
unités de leur devise, le roupie, là, pour acheter $1 américain. Au moment où on se parle, là, c'est 63. Ça a augmenté de 30 %. On n'est pas capable d'augmenter les prix de 30 %. Là. Fait qu'à un moment donné, là, tu viens à un point où tu n'es plus capable d'exporter. Ça fait que ça a un impact sur les usines qui sont situées au Canada et aux États-Unis. Puis là, tu regardes celles qui sont les plus compétitives vont être moins affectées que ceux-là qui sont moins compétitifs. De là, les discussions qu'on a avec nos employés, que ce soit Dolbeau, Gatineau ou Kenogami ou Alma ou à Bécomo ou à Amos, où on a fait toutes des restructurations pour nous assurer que nos coûts de fabrication étaient parmi les plus bas pour nous permettre de continuer d'opérer. Monsieur Garneau, la comparaison que mon collègue faisait avec les usines américaines, le modèle que vous avez fait à Dolbeau, que vous voulez faire à Kenogami, c'est un modèle que j'ai lu dans une mission économique de la CSN dans les années 80, où il décrivait comment fonctionnaient les usines américaines. Vous avez importé au Canada le modèle des usines américaines. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire une usine qui fait strictement du papier. Vous avez à l'extérieur des contracteurs qui font l'entretien mécanique. Vous avez des gens qui viennent vendre du bois parce qu'ils coupent sur leur terre ou des choses de même. Mais c'est à peu près ce modèle-là que vous avez transféré au Canada. Regarde, ça n'a pas été inventé aux États-Unis, ça, là. Ça, à un moment donné, là, quand tu es obligé de t'améliorer pour être en mesure de maintenir tes opérations, là, tu les inventes, les méthodes qui vont te permettre de survivre. Fait que, vous savez, les usines américaines, là, il y en avait du monde dans les usines américaines. Je peux dire qu'on a une usine à Catawba, là, quand on est arrivé en 2011. Puis ça fait pas bien longtemps. Là, je suis arrivé au mois de janvier 2011. Il y avait 1000 employés. Puis, au moment où on se parle, là, il y en reste seulement 600. 400 qui sont partis. Mais il y avait combien de machines? Hein, il y a 3 machines. Puis une machine à pâte. Hein? Fait que, regarde, il y en a eu des réductions, là. Fait que, ils ont les mêmes contraintes puis les mêmes obligations. Il faut qu'ils compétitionnent. Puis si le produit est vendu de façon mondiale, tu n'as pas le choix. Quand ton prix de produit n'augmente pas, il faut que tu diminues tes coûts pour être en mesure de maintenir ton opération. Moi, je me demande toujours, quand je regarde les dirigeants d'une grande entreprise comme la vôtre, comment on vit avec ce poids-là d'être le dirigeant d'une entreprise? Parce que il y a des fois où, justement, vous devez annoncer des compressions. Bon, on a vu l'usine de Saint-Fulgence qui a fermé. On ne sait pas si elle va rouvrir. Il y en a eu d'autres comme ça au cours des dernières années. Vous l'avez dit vous-même tantôt, vous espérez une bonne année en 2014 parce que ça a été assez difficile. Comment vous vivez avec ça? Parce que des fois aussi, on entend des travailleurs qui ont des mots vraiment... Bon, je ne les répéterai pas ici, là, mais envers les dirigeants, comment on passe au travers? Comment on vit avec ça? Comment on se couche le soir pour qu'on se lève le matin? Écoutez, c'est sûr que je lis tous les matins, là, puis des fois que le quotidien est en retard. Je ne sais pas pourquoi, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Là, peut-être que je devrais demander ça à M. Louis Tremblay, peut-être que l'article n'est pas tout à fait prêt, là. Mais il y a toujours une pression. Il ne faut pas se compter que j'essaierai de vous compter à fleurette, là. Il y a des nuits que tu dors moins bien, puis il y a des matins que tu travailles tôt, puis là, tu envoies des emails, puis tu poses des questions, puis ça fait partie tout simplement ça, du travail de quelqu'un là, qui dirige une compagnie. Il y a tellement d'éléments là, avec lesquels tu es obligé de composer de façon journalière. Fait que à un moment donné, tu commences, puis tu dis, tu mets des heures, puis tu mets des heures, puis tu mets des heures, puis là, tu te rends compte que tu n'es jamais capable de diminuer le nombre d'heures que tu mets. Il y a une pression qui continue, puis c'est bien évident, c'est quand tu vas faire une annonce, puis tu vas fermer une machine... tu le sais qu'il y a 125 personnes là, qui vont être affectées, il y a 125 familles qui vont être affectées par ça. Mais tu dis, comment est-ce qu'on fait ça? Là? Est-ce que j'attends, à un moment donné, on frappe le mur, puis on ferme l'usine au complet? On essaye d'améliorer qu'est-ce qu'on peut, puis de limiter l'impact négatif. Pas facile de balancer ça, là. Puis, vous savez, il y a eu des dirigeants avant nous autres qui peut-être qui ont attendu trop longtemps là, pour pouvoir prendre ces décisions-là, mais dans l'environnement dans lequel on est, qui change tellement rapidement, là, on ne peut pas se permettre là, d'attendre. Il faut tout simplement prendre des décisions. Puis c'est ça qui est la transparence. C'est ça qu'on essaye d'expliquer là, le mieux possible. C'est pour ça que j'ai beaucoup quand même de réunions avec les maires, avec les préfets, avec les politiciens, quand c'est possible, pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis quand on a toute la même information, là, c'est pas mal plus facile de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais il reste à la fin là, que c'est jamais facile. T'sais.
prenez l'exemple de Kenogami. C'est pas facile d'aller à Kenogami de dire, écoutez, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour pouvoir améliorer notre position concurrentielle. Parce qu'à un moment donné, là, on peut pas... le produit se vend, puis le prix augmente pas. On fait quoi? Faut balancer ça, puis d'essayer d'aller voir, essayer de ne pas prendre trop de Tylenol trop souvent pour ne pas souffrir de dépendance. Allez-y. Oui. Alors, M. Garneau, le nouveau régime forestier est en force là, et que, graduellement. Vous aviez eu des réticences assez importantes par rapport à ça. Quel est votre vécu avec le nouveau régime? J'ai vu que vous aviez même gagné des enchères. Vous en avez acheté du bois en chair. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est encore très perfectible, selon vous? Est-ce que c'est viable, durable, enfin, comme vous expliquez? Ou... Écoutez, on a, depuis 2011, là, quand je compare les coûts qu'on avait en 2011, puis les coûts qu'on va avoir en 2014, c'est ça, là, c'est la même chose. Le CIFQ a confirmé ce que je vous avais dit il y a 1 an et demi, là. 25 d'augmentation. Même que je vous dirais là, que... puis on n'est pas en désaccord avec le nouveau régime, là. Tout simplement, on dit, y a-t-il moyen, avec le nouveau régime, là, d'être concurrentiel, d'avoir un coût qui va être livré à nos scieries, qui va se comparer avec ce qu'on a aux États-Unis? Parce que ce que je sais, là, je m'en vais dans le Mississippi, on a une usine dans le Mississippi, on a une usine qui est en Georgie, on a une usine qui est dans le Tennessee, on a une usine qui est en Alabama. On a une usine qui est en Caroline du Sud. Là, on compare ça. Là, on dit comment est-ce qu'il coûte le bois ici, comment est-ce qu'il coûte la main-d'œuvre, comment est-ce que ça coûte les produits chimiques, comment est-ce que ça coûte le transport. Puis, moi, je vous dis, peut pas être que le régime il a été accepté à l'unanimité par tous nos élus à l'Assemblée nationale. Regarde, on va vivre avec ça, là. Mais à un moment donné, il faut être conscient que si tu n'es pas compétitif, il va y avoir des conséquences. Puis c'est ce qu'on essaye de partager. Puis là, je ne suis pas tout seul, là. J'ai été le premier à en parler. J'ai été le premier à en parler, peut-être, là, que je suis meilleur en calcul que d'autres dans l'industrie, là, mais peut-être c'est un défaut. Ben, c'est tout au moins là, ce qui a été confirmé par le rendez-vous. On a dit exactement la même chose. Puis là, tout le monde le réalise maintenant, là, qu'il y a un problème, qu'il faut essayer de travailler ensemble pour pouvoir adresser. Mais c'est un problème qui est sérieux. Vous savez, quand vous avez RISI, là, qui est Resource Information System, qui est indépendant, puis qui nous dit que vous êtes plus élevé, on n'a pas assez de bois pour pouvoir les faire fonctionner, nos scieries. On sait qu'il y a 22 moins de territoire parce qu'il y a d'autres usagers. On sait qu'il faut balancer la protection, il faut les aspects sociaux et les aspects économiques. Ça prend un équilibre dans tout ça. Fait que j'espère qu'avec le gouvernement, là, au cours des prochains mois, qu'on va trouver un équilibre. Mais le coût du bois, il n'y a rien qui peut y faire. C'est ça, là, les résultats. Ça coûte cher. Puis là, non, c'est ça qui nous permet d'être compétitifs ou de ne pas être compétitifs du tout. Gilles Munger. Monsieur Carl Grenier a été nommé médiateur, conciliateur avec le gouvernement du Québec. On comprenait que ça devait permettre de régler les dossiers très rapidement, les litiges, Jim Gray, les scieries, tout ça. Pourquoi c'est pas réglé encore? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi long? Vous savez, comment ça a pris de temps pour négocier le libre-échange avec la communauté économique européenne? Vous faites un détour, là. Je sais, mais ça fait 10 ans qu'ils en parlent. Savez-vous comment est-ce que ça fait de temps qu'ils négocient, là, les environnementalistes avec le Great Bear Rainforest sur l'île de Vancouver? Ça fait juste 18 ans. Fait qu'il ne faut pas penser là, qu'il y a des affaires qui sont compliquées, qui peuvent se régler, là, juste comme ça. J'aimerais ça être comme il y avait un programme, pour ceux qui sont un petit peu qui sont de mon âge, il y avait une sorcière, la sorcière bien-aimée, là, avait vu ça se bouger le nez, puis toutes les affaires se réglaient, mais malheureusement, là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Non, mais je veux dire, est-ce que vous, là, ça vous inquiète, à tout le moins, le fait qu'on ne soit pas parvenu, parce qu'on nous laissait entendre qu'en 1 mois et demi, on pourrait faire énormément de chemin. Vous, pour vous, à l'heure actuelle, est-ce que, on échange, on dialogue, comment ça se passe actuellement? Non, moi, ça ne m'inquiète pas du tout, ça. Ça permet tout simplement là, d'avoir une meilleure compréhension vraiment, là, des points qui sont discutés, d'avoir une meilleure compréhension de la position concurrentielle, des impacts. Vous savez, je pense que c'est un dialogue là, qui était absolument nécessaire. Puis là, il y en a eu des échanges. Il y en a eu des chiffres qui ont été échangés. Puis là, il y a vraiment un échange d'idées. M. Grenier, c'est un gars avec beaucoup d'expérience. Puis je pense que ça va être pour l'industrie, là, pas seulement pour Résolu, parce que Résolu est la plus grosse compagnie là, de produits forestiers au Canada. Mais je pense que puis on est quand même bien structuré, puis on comprend bien qu'est-ce qu'on fait, mais ça va nous permettre d'avoir
permettre aux fonctionnaires puis au gouvernement d'avoir une meilleure compréhension. Des fois, c'est pas toujours facile. On peut avoir une compréhension, là, puis des fois, il manque des éléments. Puis là, ça nous permet de tout mettre les éléments du casse-tête ensemble pour pouvoir adresser là, vraiment les issues. Là, mon mot anglais, le mot français ne me vient pas facilement, là, mais les enjeux là, qu'on a à discuter, mais pas seulement résolus. Il y a des enjeux là, qui sont des enjeux d'industrie. Dernière. Oui. Ah, allez-y. J'allais dire juste, donc vous dites, ça se poursuit, c'est utile et il faut continuer, utile. là. C'est ça, il faut continuer, puis faut jamais se mettre... Mais faut-il s'attendre à ce qu'on règle, par exemple, le dossier de Jim Gray là, d'ici quelques semaines? Il va se régler. Ça va se régler. On va trouver une solution. Quand? Je ne sais pas quand, mais on va trouver une solution. Écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin. Il nous reste un beau petit 2 minutes, là. Écoutez, je pense que je veux vous remercier parce que ça fait partie vraiment là, de l'effort qu'on fait là, d'avoir un dialogue, d'avoir cette transparence-là. Puis je sais, là, avec... tu sais ce que je fais avec les journalistes, là, je fais ça avec les maires, puis je fais ça avec nos employés. Là, on essaye de... Puis, tu sais, vous me parlez de langue de bois. J'ai pas l'impression que j'ai de langue de bois. Là. Je dis simplement des choses de la façon dont je les vois. Puis, on essaye de partager là, le plus d'informations possible. Puis, je me suis toujours dit, si on a toute la même information, ça peut arriver que les conclusions là, devraient s'apparenter. Ça sera pas exactement semblable, mais au moins tout le monde va avoir... on risque d'avoir un meilleur consensus que de pas se parler. Fait que... C'est l'opportunité. J'apprécie que c'est un vendredi après-midi qu'on puisse faire ça. Puis on va continuer ce dialogue-là. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là.